Bonjour à toutes et à tous. Je salue les amis qui sont dans la salle. Il y en a quelques-uns, des têtes connues. Donc moi, je suis Philippe Durance. Je suis professeur du Conservatoire national des arts et métiers, où j'ai une chaire qui est la chaire de prospective du CNAM, prospective et développement durable. Voilà. Et je suis chercheur dans un laboratoire qui est le laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action. Et au sein de ce labo, depuis 2010 maintenant, mes recherches portent essentiellement sur le changement social et donc forcément toutes les problématiques de créativité et d'innovation. Donc c'est un peu ça que je vais vous présenter ce matin rapidement. Alors, je ne suis pas coureur de fond, j'ai un peu plus de 3 minutes, j'en ai 30. Bon, voilà. Donc, j'aurai le temps d'aller peut-être au-delà de l'effort initial. Oui, il existe des artistes comptables. Demandez à Monsieur Madoff. Génial inventeur et imitateur du système de Monsieur Ponzi. Donc voilà, je vais revenir un peu sur ça, enfin pas sur Madoff bien sûr, mais sur ce qui fait qu'on peut être créatif et innovant. Voilà. Alors je commence d'emblée par une petite introduction sur cette idée d'innovation. La notion d'innovation, elle n'est pas nouvelle, elle est propre à l'économie. En tous les cas, elle trouve beaucoup de ses origines dans l'économie. En sachant qu'à l'origine, l'innovation, ça permettait, et ça permet toujours aux entreprises de se différencier, de se démarquer sur un marché, en évitant de rentrer sur un terrain qui est un terrain plus que glissant, qui est souvent mortel, qui est celui de la bataille sur les prix. Voilà. Bon. Donc innover, c'est créer de la valeur, difficilement captable, on va dire, par les concurrents. Aujourd'hui, l'innovation a complètement envahi la société. On est vraiment face à un nouvel impératif global. Il faut innover tout le temps, partout, sur tous les sujets. Voilà, c'est un peu ce qui se présente à nous. Il y a une raison à ça. Je pense que j'en ai un peu entendu parler. Je suis content d'abord d'en avoir entendu parler ce matin. Mais on est face au monde de demain. Alors moi, je dirais même on est dans le monde de demain déjà aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous montrer un petit peu, à condition d'avoir les bonnes clés de lecture. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, tous nos modèles, je dis bien tous nos modèles, s'épuisent. Il n'y a plus rien qui fonctionne correctement. Quand on est un peu lucide, un peu conscient, plus grand-chose ne fonctionne. Et donc, il faut tout revoir. Il faut tout réinventer. Et c'est une des explications de cet impératif d'innovation qui nous est quasiment imposé, en tous les cas, aujourd'hui. Alors, quand je dis tout à réinventer, je vous invite à le faire, parce que l'exercice est rigolo. Vous prenez Amazon, le moteur de recherche d'Amazon, vous tapez réinvention ou réinventer, et vous regardez tout ce qui sort comme ouvrage qui porte ce titre-là, et vous verrez le spectre de la réinvention d'aujourd'hui. Donc, évidemment, il faut réinventer la politique, la solidarité, la ville, l'entreprise. Heureusement, tout ça, il faut réinventer. Mais aussi, il faut réinventer la vie, le couple, son fauteuil aussi, voilà, pourquoi pas, la bande dessinée, le Japon se réinvente. Tout le monde, tout se réinvente. On est bien dans cette idée-là. Dans les pays occidentaux, en France en particulier, les politiques publiques aujourd'hui qui sont destinées à favoriser l'innovation répondent en grande partie à un modèle dominant qui s'est imposé déjà depuis de nombreuses décennies, qui repose sur la ligne qui s'affiche là, donc qui considère qu'en gros, pour arriver à l'innovation, tout en bas, il faut avant tout de l'argent public mis dans la recherche fondamentale, qui elle-même va nourrir la recherche et développement dans les organisations publiques et privées, qui elle-même va générer des technologies nouvelles, si possible, et au bout de ça, on a de l'innovation. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle dominant, modèle linéaire. Ce modèle-là, il est très critiquable. Et c'est ce que je vais tout de suite faire, c'est de le critiquer. Et vous verrez que dans la critique du modèle linéaire, d'ailleurs, vous allez retrouver, et c'était un peu le but aussi, certaines compétences, ou en tous les cas, certains aspects qui seront intéressants à développer dans une réflexion, en tous les cas, sur l'éducation et sur la formation. Alors, première critique, je vais aller vite là-dessus, c'est que, évidemment, l'innovation, la R&D, etc., c'est pas qu'une affaire d'argent public. Il y a une bonne partie de la R&D aujourd'hui qui est faite, plus de la moitié d'ailleurs, qui est faite par les entreprises, par la partie privée, mais bon, c'est pas la critique principale. Une critique, moi, qui m'intéresse déjà un peu plus, c'est que quand on regarde comment fonctionne l'innovation, on se rend compte qu'il y a une grande part d'imitation. Alors, voilà. Premier sujet.
En France, il n'y a pas qu'en France, hein, mais c'est quand même un peu ancré dans la culture française. Copier, c'est pas bien. D'ailleurs, on nous apprend dès le plus jeune âge à l'école qu'il ne faut pas copier sur son voisin. Hein, c'est pas bien de copier, c'est vrai. Quand on regarde nos enfants, bon, je pense qu'on doit être nombreux à avoir des enfants ici, on voit bien que les enfants se développent aussi par référence à leurs parents, par référence à leur environnement, en copiant, en imitant, hein, et en intégrant ce qu'ils perçoivent. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le domaine de l'innovation, qui passent par de l'imitation et qui parfois est très mal perçue. Alors je vous donne un exemple, moi j'ai un système d'innovation que j'aime beaucoup, qui fonctionne très bien, qui est très efficace, c'est le modèle chinois. Les Chinois appellent ça le Shanzai. C'est un modèle qui est complètement basé sur la faculté de faire de la rétro-ingénierie, du mash-up, etc. Enfin, en gros, on va dire basé sur la copie, sur l'imitation. On peut distinguer d'ailleurs copie-imitation, je ne le distingue pas là, mais on va dire que c'est ça le principe, c'est ça l'essence. Et avec la mise en œuvre de règles qui sont très simples. La première règle, c'est qu'on ne conçoit rien sans, avant, être allé voir ce que les autres ont fait de meilleur. Et là, on parle de rétro-ingénierie, notamment, hein, de faculté à désosser des produits pour voir comment ça fonctionne. Donc on part déjà du meilleur. Voilà, ça c'est le premier principe. Deuxième principe, on ne se contente pas de repartir du meilleur sur les produits, on va aussi dans l'amélioration des processus de production. Donc on travaille aussi sur la productivité, on travaille sur l'abaissement des coûts. Bon, voilà. Troisième principe qui est aussi intéressant, on partage le plus possible d'informations avec les membres de son écosystème. Donc on est dans une optique de transparence et d'ouverture très importante. Et ce n'est pas pour le bien commun, hein. Évidemment, on est quand même dans un univers d'entreprise, un univers de compétitivité. C'est simplement pour être sûr que les autres vont utiliser nos propres idées, nos propres processus. Hein. Donc là, il y a un grand courant, il y a un grand mouvement, je ne reviendrai pas là-dessus, mais dans le domaine de l'innovation, il y a un grand courant d'ouverture ces dernières années qui s'est développé et qui mise sur des aspects de transparence, de partage d'informations, qui joue bien sûr beaucoup avec les réseaux, hein, avec les réseaux numériques, qui se base essentiellement là-dessus, en bonne partie là-dessus, mais qui correspond à un courant beaucoup plus large d'ouverture, hein, d'ouverture et de transparence. Bon, puis le dernier principe de ce système chinois, c'est un truc qu'on a un peu de mal à faire, nous, en France, c'est qu'on ne produit pas sans avoir des gens qui peuvent acheter, quoi. Voilà, donc on essaie de produire des choses qui se vendent. Bon, voilà. Alors, juste comme ça pour l'anecdote, mais dans le modèle chinois, ça dit bien ça, hein, copyright, c'est copy is a right. On est vraiment dans cet esprit-là, hein, encore une fois. Ça donne ça, donc ça donne l'iPhone, copie de l'iPhone, bon c'est grossier, hein, mais voilà, c'est grossier, mais ça a donné lieu quand même à des choses qui par la suite sont devenues plus importantes. Vous avez la Lamborghini, vous avez Starbucks, etc. Vous avez un autre cas qui est très intéressant à étudier, c'est le TGV chinois. Le TGV chinois est une merveille. Il est confortable, il est silencieux, il a du service embarqué temps réel, hein, il a du service de personnel, il y a une personne minimum par wagon, il est très large, donc vous avez la place, vous n'êtes pas obligé de vous affaler sur votre voisin, etc. Bon, vous pouvez dormir tranquille. Évidemment, les Chinois n'ont jamais eu les compétences à l'origine pour développer ce TGV-là, ils sont allés voir les meilleurs. Zut, c'est pas les Français, c'est les Allemands. Bon, voilà, c'est pas très loin, hein. Donc ils sont allés voir les consortiums d'industriels allemands qui étaient à l'origine de l'ICE, le train rapide allemand. Soit, donc ils ont fait leur travail, ils ont intégré ces données-là dans leur système d'innovation. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les industriels chinois revendent aux industriels allemands des technologies et des produits liés au train à grande vitesse. Voilà, voilà l'esprit. C'est pas moi. Voilà l'esprit du système. Bon. Donc une place importante quand même à l'imitation, à la copie. Hein. C'est revoir aussi un peu ces idées-là. Faut qu'on sorte un peu de cette idée que la copie, c'est pas forcément bien. Enfin, voilà, il y a des choses à faire. Troisième critique, c'est le modèle dominant qui est éminemment descendant. Alors ça aussi, ça dit beaucoup de choses. Merci beaucoup. On est dans un modèle où en effet le savoir, on va dire, est plutôt en haut, détenu par des experts, détenu par des personnes à qui on attribue cette capacité de produire des idées, de concevoir. Et puis tout en bas, il y a des gens qui, eux, sont les usagers, qui utilisent. Et ça a généré une activité très particulière et qui coûte très cher, qui a coûté des milliards et qui coûte encore des milliards aujourd'hui, qui est l'activité de transfert
et de valorisation de technologies. Voilà. Donc il faut en effet, une fois que les idées, que les inventions sont produites dans les laboratoires, il faut bien les proposer pour qu'elles puissent être intégrées dans des solutions. On est quand même dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a quand même, bon, alors, encore une fois, ce sont des modèles, hein, donc c'est assez caricatural, mais on est quand même, dans beaucoup de cas, dans ces positions-là, vous avez des gens qui sont dans des labos, qui conçoivent des choses, et puis après, ils se disent, une fois que c'est conçu, ils disent, bon, voilà, qui peut être intéressé par ce que je fais? Les pôles de compétitivité ont commencé à inverser ça, notamment en donnant la capacité aux entreprises d'être en position de demander au monde de la recherche des solutions basées sur des besoins concrets, des besoins réels, mais ça reste encore, bon, souvent, enfin ça, dans certains domaines encore, c'est une critique qui reste encore très valable. Et ce qui est intéressant, on va le voir, parce que dans les modèles qui émergent aujourd'hui, les modèles alternatifs, ce qui émerge, c'est que ce cloisonnement entre ceux qui savent et qui produisent les idées, qui produisent les solutions, et ceux qui les utilisent, ce cloisonnement va complètement disparaître. Donc là, il y a aussi des choses à retenir qui sont intéressantes. Bon, une critique suivante, c'est qu'on est dans un modèle dominant qui recherche souvent l'innovation de rupture. Bon, voilà. Et l'innovation de rupture, c'est la grande innovation qui va tout changer. Vous savez, la grande techno grâce à laquelle le monde de demain sera forcément différent du monde d'aujourd'hui parce qu'on aura tout solutionné. Donc ça, c'est souvent un peu... Bravo. Quelqu'un peut arrêter ça? Ouais, super. Je crois que c'est un micro qui veut pas qu'on l'utilise, en fait. Tu peux rester là, quand même? Ne bouge plus. Voilà. Bon, voilà, donc là, je finis avec ça pour dire qu'en effet, le modèle dominant est surtout à la recherche d'innovations de rupture. Des innovations de rupture, il y en a quand même peu, et souvent, l'innovation, elle fonctionne en mode incrémental, c'est-à-dire qu'elle conduit petit à petit à des changements, mais on est très loin de l'idée qu'on peut se faire parfois d'un monde de l'innovation où on va produire des innovations de rupture de manière fréquente et rapide. Bon, l'avant-dernière critique, c'est le fait que dans l'innovation, il n'y a pas que de la R&D. Alors là, on touche des sujets qui peuvent être intéressants, et on va reparler de choses dont j'ai entendu parler un peu ce matin aussi. Bon, il y a plein de manières d'être innovant, hein. On peut aller identifier des besoins non satisfaits, c'est repartir du terrain. On peut articuler des compétences, c'est décloisonner dans des organisations, etc. Et surtout, on peut favoriser ce qu'on appelle l'attitude entrepreneuriale. Et l'attitude entrepreneuriale, c'est 3 ingrédients qui sont assez intéressants quand ils sont mélangés. Voilà. Le premier ingrédient, c'est la capacité à prendre des risques. Là aussi, en France, souvent, on a un peu de mal avec ça. On a un principe de précaution qui est souvent mal interprété, qui bride pas mal les choses. Voilà, capacité à prendre des risques, c'est quand même quelque chose, en entrepreneuriat, quelque chose d'important. Deuxième point, la bienveillance vis-à-vis de l'échec. Alors ça, j'ai entendu ça tout à l'heure. Là encore, on est dans une culture, c'est vraiment pas pareil dans d'autres pays. On a une culture de l'échec en France qui n'est pas très positive. Vous avez des cultures qui sont beaucoup plus positives que ça, qui reconnaissent à l'échec une part importante dans un processus d'apprentissage. On doit être capable d'apprendre de ses échecs. Voilà. Alors, plutôt que de les renier ou de les rejeter dans l'ombre et ne pas en parler. Aux États-Unis, un bon CV, c'est un CV qui montre des échecs et comment on s'en est sorti. C'est une partie importante. Bon, et puis le dernier levier, c'est l'intuition. Alors ça, c'est pareil, l'intuition. Le rôle de l'intuition dans l'innovation, dans l'invention, il est souvent présent, mais souvent caché. C'est-à-dire que les chercheurs ont quand même, en général, souvent tendance à rejeter l'importance de l'intuition, considérant que c'est pas rationnel, donc mélangeant d'ailleurs souvent ces aspects-là, et donc les rejetant un peu, alors que l'intuition, bien évidemment, a un poids important. Il suffit
d'ailleurs de discuter avec les grands chercheurs, c'est-à-dire ceux qui trouvent, qui en général sont les premiers à dire que c'est l'intuition qui les a amenés sur la voie qu'ils ont empruntée. Bon, et puis dernière critique, qui est classique maintenant, qui commence à être relativement admise, mais on n'en tire pas forcément toujours les conséquences jusqu'au bout, c'est que l'innovation n'est pas que technologique. Loin de là. On peut même être un acteur technologique majeur, je vais vous donner un exemple juste après, sans maîtriser de technologie, c'est-à-dire sans produire soi-même de technologie, c'est-à-dire sans avoir de capacité à faire de la recherche et du développement. Il y a plein de manières d'être innovant, on peut être innovant en marketing, en organisation, dans une entreprise, bon, voilà, il y a plein de manières de faire. Et surtout, même quand on regarde les innovations qui utilisent la technologie, c'est jamais l'ingrédient principal, ou c'est rarement l'ingrédient principal. Alors, moi, mon exemple préféré, c'est quand même celui-là. L'iPod d'Apple, il y a zéro technologie Apple dans l'iPod d'Apple. Voilà. C'est du protocole de compression basé sur un brevet allemand. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'Apple est devenu un acteur majeur sur le segment de marché, sur le marché de la musique? C'est pas en faisant de la R&D et en produisant de la technologie. C'est en faisant du design, du marketing bien sûr, et puis surtout en travaillant son modèle économique. Voilà, en disant comment je peux mettre au cœur de mon système, de mon business, l'usager et ceux qui écoutent de la musique. Et donc c'est une plateforme qui s'appelle iTunes, voilà, mais c'est surtout pas ça. Je donne deux exemples rapides comme ça que j'aime bien, deux autres. Ikea par exemple. Ikea a révolutionné le secteur de l'ameublement. Sans techno, aucune. Pourtant, ils ont vraiment réinventé ça. Ils ont simplement analysé leur chaîne de valeur, la chaîne de valeur classique du secteur. Ils ont regardé là où ils pouvaient changer les choses. Ils se sont dit qu'en gros, l'assemblage, c'était plutôt barbant. Il y avait beaucoup de pertes quand on assemblait des meubles, etc. Ça prenait beaucoup de place, des meubles assemblés, etc. Donc pourquoi faire de l'assemblage? Donc ils ont supprimé l'assemblage. La livraison, ils se sont dit pourquoi faire de la livraison? Les clients, ils n'ont qu'à venir chercher les meubles et ils les embarquent. D'autant plus s'ils ne sont pas assemblés, ils sont plus faciles à transporter, etc. Donc ils ont recréé une nouvelle valeur ajoutée. Par innovation, ils ont recréé une nouvelle chaîne de valeur avec une valeur ajoutée importante, et en plus en réduisant les coûts de manière évidemment drastique, puisqu'il y a des étapes qui ont sauté. Bon voilà, ça c'est une manière d'être innovant. Étant là où on ne peut pas faire autrement que de rendre hommage, bien évidemment, mais bon, c'est pas fait exprès, parce que c'est quand même un exemple, un bel exemple, hein, Michelin, de réinvention, là aussi sur un modèle économique. Donc Michelin aujourd'hui, sur un secteur d'activité qui est celui des transports routiers, ne vend plus de pneus. Ils ne les vendent plus, ils les gardent. Et alors ça, c'est tout bête comme principe. Hein. C'est une révolution. Là, c'est une vraie innovation de rupture. Je ne vends plus ce que je produis. Donc résultat, alors je ne vais pas être trop long parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais puisque je ne vends plus ce que je produis, je suis obligé de faire attention à ce que je produis. Et comme je l'utilise dans un service que je rends, j'ai intérêt à ce que mon produit dure le plus longtemps possible. Alors, ne me faites pas dire que quand on vend son produit, on fait tout pour qu'il dure le moins longtemps possible. Mais il me paraît que ça s'appelle l'obsolescence. Il me semble que ça existe quand même un peu. Hein, voilà. Donc on inverse les choses. Le simple fait, mais il faut du courage, hein, par contre, le simple fait de garder son produit, de garder la propriété de son produit, induit plein de conséquences qui sont, pour le coup, là, très vertueuses en matière de développement durable. C'est-à-dire, quand je dis développement durable, dans le sens large, c'est-à-dire les 3 piliers minimum, hein, à la fois économique, social et environnemental. Bon, voilà. Je n'irai pas plus loin sur cet exemple, mais comme quoi on peut révolutionner aussi, encore une fois, son activité, son secteur d'activité sans technologie, parce que là, pour le coup, la techno n'est vraiment pas en avant. Alors aujourd'hui, il y a 3 modèles. Donc là, je vous ai présenté le modèle dominant que j'ai critiqué. Bon, il en existe 2 autres, des modèles. Et ces 2 autres modèles, c'est ceux-là qui, pour moi, conduisent à la réinvention du monde. Ces modèles, ils existent aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des modèles types que j'ai constitués à partir d'observations de terrain, d'échanges avec les acteurs, d'études, etc. Bon. Donc si j'essaye de les caractériser un peu, vous voyez, si on regarde selon quelques grandes caractéristiques, le premier, le dominant que je vous ai présenté, hein, dans les rôles en présence, on a d'un côté ceux qui conçoivent, de l'autre côté ceux qui utilisent, on est en termes de processus sur des relations descendantes, on est sur des problématiques de conception et de diffusion. On a un enjeu clé dans ce modèle-là qui est l'appropriation par les usagers, enjeu fondamental. Si les usagers ne s'approprient pas les solutions inventées, il n'y a pas d'innovation. Le principe d'une innovation, c'est une invention qui a réussi, c'est une idée qui a réussi, ni plus ni moins.
La validation, c'est l'expérimentation, c'est qu'on passe de l'idée à l'expérience, c'est comme ça qu'on valide la solution. Le vecteur principal dans ce modèle-là, c'est la technologie. Et l'objectif, c'est la reproduction. On n'est pas dans un objectif de réinvention dans ce modèle-là, on est dans un objectif de reproduction. On ne change rien, en fait, quand on regarde bien. Il y a un modèle qui se développe aujourd'hui à l'opposé de ça, complètement à l'opposé. Et il y a des politiques publiques aujourd'hui qui sont mises en œuvre sur ces principes-là. Publiques ou privées d'ailleurs, pour certaines. Je vais vous en présenter quelques exemples rapidement. Rôle en présence, l'utilisateur et le concepteur. Je pourrais même dire le concepteur et l'utilisateur. Il n'y a pas des gens payés d'un côté pour concevoir et puis des gens qui payent pour utiliser. Voilà. La relation est ascendante, bien évidemment. La problématique, là, elle est principalement d'identifier ces gens-là. Je vais vous donner aussi un exemple après, vous verrez. L'enjeu, c'est là, pour le coup de généraliser. Là aussi, la validation, elle est inverse. C'est-à-dire qu'on part de l'expérience pour remonter à l'idée. On va chercher vraiment sur le terrain ce qui fonctionne, on va dire, ce que les gens ont trouvé comme solution pour essayer de les faire remonter ensuite. Le vecteur, principalement, c'est l'individu. Et par contre, là, on est vraiment dans un objectif de réinvention, en tous les cas pour ceux qui misent sur ce modèle-là. Le troisième, il est hybride. Il fait en effet le lien entre les deux. On continue à considérer que l'utilisateur est le concepteur, mais par contre, on lui adjoint des facilitateurs. Donc il y a, alors là, j'ai entendu pas mal parler de etc. Là, on est typiquement là-dedans. On est dans un processus collaboratif, avec donc une relation d'équivalence. Une grosse problématique est une problématique de traduction au sens sociologique du terme. C'est-à-dire que on part quand même du principe que les usagers sont les mieux placés pour connaître leurs besoins, mais par contre, ils ont un problème d'expression de ces besoins. C'est pour ça que les facilitateurs sont là. On les accompagne dans l'expression de leurs besoins. Là, il y a un enjeu clair de démultiplication. Je vous donnerai un exemple, vous allez voir. Et là, on est dans de la co-conception basée sur un projet, donc sur quelque chose de collectif. Voilà. Et là aussi, on a un objectif de réinvention. Alors, je vous donne deux exemples rapides du modèle B. Le modèle B, donc c'est le modèle pour moi, celui de l'innovation sociale. J'entends par innovation sociale, changement de société. Le modèle qui est le mieux à même aujourd'hui, le plus à même de conduire à un changement de société profond. Un exemple, c'est Barack Obama arrivant au pouvoir aux États-Unis, crée, parmi toutes les ruptures qu'il a essayé de mettre en place, la première rupture étant lui-même, bien évidemment, arrivant à la Maison-Blanche, il met en place un bureau de l'innovation sociale à la Maison-Blanche, justement, et de la participation citoyenne. C'est passé assez inaperçu en France à cette époque-là. Peu de journaux, notamment, s'en sont fait l'écho, mais on a quand même, de manière assez inédite, un président des États-Unis qui arrive au pouvoir en disant, face aux défis auxquels nous avons affaire, et ils ont été rappelés très bien aussi tout à l'heure, et on peut aussi les voir sous le prisme du développement durable, défis sociaux, défis économiques, défis environnementaux. Face à ça, l'État peut rien. Moi, président des États-Unis, je considère que je suis incapable de résoudre ça tout seul. Donc je fais appel à la population, je fais appel aux citoyens en tant qu'acteurs de changement. Et donc ça induit beaucoup de choses en termes de politique publique, bien évidemment. Ça va induire beaucoup de travaux qui seront faits au sein de la Maison-Blanche, et notamment des travaux importants sur les partenariats, sur la manière dont on noue des partenariats avec des acteurs qui jusqu'à présent ne pouvaient pas être considérés comme des partenaires. Je cite souvent notamment les leaders communautaires dans les banlieues. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, des gars de la Maison-Blanche avaient débarqué dans les banlieues parisiennes, en banlieue parisienne, pour rencontrer des leaders de quartier. Ils n'étaient même pas passés, d'ailleurs, voir les institutionnels dans les ministères, ni rien du tout, ça ne les intéressait pas. C'est pas ça qu'ils cherchaient. Ce qu'ils cherchaient, c'est à voir comment ils pouvaient entraîner, comment ils pouvaient passer des partenariats avec des gens qui eux-mêmes avaient une capacité à entraîner les citoyens, à entraîner les acteurs de terrain. Bon. Trois principes dans cette vision américaine, qui sont assez révolutionnaires, mais en même temps plein de bon sens. Tout le monde a des idées et tout le monde peut agir. On ne fait plus de politique publique en considérant que ça se passe qu'en haut et qu'on applique tout de la même manière vers le bas. Voilà, donc on implique le maximum de gens, principe de participation. Deuxième principe qui est très dérangeant, surtout chez nous, moi j'ai du mal à faire passer cette idée-là, et pourtant elle est aussi, c'est une idée de bon sens, on ne regarde que ce qui fonctionne. En gros, c'est une approche très pragmatique, c'est-à-dire seuls les résultats comptent. Donc seules les solutions qui sont déjà en cours et qui fonctionnent comptent.
Donc en gros, ça veut dire quoi? Arrêtons de générer des appels à idées. Tout le monde a des idées. C'est comme les livres, tout le monde écrit des livres aujourd'hui. Tout le monde est capable d'avoir des idées, et on le reconnaît. Mais une idée qui marche, qui fonctionne, ça c'est quand même autre chose. Elle a passé un cap. Elle a passé le cap de l'opérationnel. Bon. Et ce qui intéresse les politiques publiques dans ce cadre-là, c'est d'aller voir les solutions effectives. Pas les solutions sur le papier, les solutions effectives. Ce qui pose un certain nombre de problèmes. Je ne dis pas que c'est non plus complètement simple de faire ça. Bon, et puis le troisième principe, c'est le principe de collectivité. Enfin, c'est un principe de responsabilité compte tenu de la manière dont il est intégré dans cette approche-là, qui dit que personne ne peut agir efficacement seul. Donc c'est la reconnaissance de l'acteur comme moteur fondamental du changement social, mais à condition qu'il s'inclue dans un collectif. Et donc c'est cette idée d'embarquer justement à travers les communautés, à travers les quartiers, d'embarquer des quantités d'acteurs pour changer. Bon, voilà, c'est un exemple. Deuxième exemple que je vous donne, je l'aime bien aussi, c'est Totnes. Alors, je ne sais pas si je pense que vous devez connaître Totnes. Totnes, c'est une petite ville anglaise du Devon qui est à l'origine d'un grand mouvement, qui est un mouvement mondial aujourd'hui, qui s'appelle les villes de transition. Merci monsieur, les Transition Towns. En fait, ce sont 3 acteurs, 3 citoyens, dont un qui s'appelle Rob Hopkins, qui commence à être connu maintenant pour ça, qui ont décidé de revoir, de revisiter, de réinventer la manière dont ils vivaient au quotidien, partant d'un principe simple, c'est qu'il n'y a plus de pétrole. Il s'est dit, on nous promet, alors ça fait quelques années, c'est à l'époque où on parlait encore du peak oil, on en parle moins maintenant, et qui s'était dit, tiens, et si on partait du principe que plutôt que d'attendre que ce peak oil, on l'ait atteint et qu'on soit passé de l'autre côté, faisons comme si aujourd'hui, déjà maintenant, là, il n'y avait plus de pétrole. Comment on vivrait sans pétrole, en gros, hein. Donc essayons de nous y mettre maintenant. Et essayons de réinventer notre quotidien à partir de cette idée simple. Donc ils étaient 3, après ils sont devenus 30, 300, 3000. Bon, alors c'est 8000 habitants, Totnes, hein, donc voilà. Maintenant, il y a une bonne partie des habitants qui sont embarqués dans ce genre dans des projets issus de cette réalité-là, de cette réflexion-là. Et tout y passe, hein. Alors vous le verrez, je vous laisserai, si ça vous intéresse, les transparents, mais voilà, l'énergie, on réinvente la manière dont on produit de l'énergie, la manière dont on produit de l'alimentation, la manière dont on éduque, la manière dont on pêche, parce que c'est une ville de pêcheurs, donc ils sont allés même jusqu'à réinventer un bateau de pêche non polluant, avec le lycée technique professionnel qui est dans la ville, etc. Donc c'est vraiment, là on a vraiment un écosystème, un collectif d'acteurs embarqués par des citoyens en dehors de toute institution, hein, encore une fois. Le propre, souvent de l'innovation, on va dire des terrains ou des réalités qui répondent à ce principe d'innovation sociale, c'est en général non institutionnel, donc c'est en dehors des institutions. Voilà, je voulais vous présenter un autre, c'est le dernier hein, pour toujours ce modèle social, mais je l'aime bien, c'est le modèle du Nesta. Nesta, c'est une grande agence d'innovation anglaise, indépendante, elle est nationale mais elle est indépendante, qui a une conviction. Là encore, c'est la conviction qui est intéressante. La conviction, c'est que parmi tous les défis, il y a plein de défis qui vont s'imposer à nous, qui s'imposent déjà à nous, et la conviction, c'est que ces défis-là, on ne pourra pas les résoudre de manière conventionnelle. Donc c'est pas en continuant à produire des politiques publiques comme on le fait aujourd'hui qu'on arrivera à résoudre les problèmes de vieillissement, de développement durable, d'environnement, etc. Donc ils ont développé une petite idée sur la base de cette conviction-là, qui est aussi à l'origine d'un grand mouvement qui s'est complètement internationalisé, c'est l'idée du concours. Alors ça, cette idée de concours, elle répondait typiquement au modèle dominant, quand ils ont lancé ça. Donc ils ont lancé un concours en 2007, je vous le fais vite, rapide, pour essayer de trouver des solutions pour baisser les émissions de CO2. Hein. Bon, voilà, donc en gros, pour lutter contre le changement climatique, ils ont fait un appel à la population avec un gros budget, 1 million d'euros. Ils ont reçu 350 réponses émanant un peu partout du territoire de Grande-Bretagne. Ils en ont retenu 100 pour leur potentiel. Sur les 100, ils en ont retenu 10 à qui ils ont donné de l'argent pour expérimenter leurs idées. Donc là, on est vraiment dans le modèle dominant. Hein. Et puis, en définitive, ils en ont retenu 4, etc. Et là, bingo, les 4 solutions retenues permettaient de dépasser largement les engagements que la Grande-Bretagne avait pris en termes de réduction des émissions de CO2. Enfin voilà, vraiment le jackpot. Mais c'est pas ça qui est important. Ça, c'est l'accessoire, en fait. L'important, c'est qu'ils se sont rendus compte que, en gros, ils ont retenu que 4 projets sur 350, mais il y en a plein, il y a des dizaines de projets qui ont continué quand même. C'est-à-dire, les gens se sont pris au jeu.
Et même s'ils n'étaient pas financés, même s'ils avaient réussi à créer une dynamique suffisante pour que les gens soient convaincus de ce qu'ils font et donc continuent à embrayer, à mettre en œuvre leurs projets, encore une fois indépendamment de tout financement, de toute aide, etc. Voilà. Alors les Anglais sont très forts pour les concepts, ils ont pondu un beau concept qui s'appelle mass localism, très difficile à traduire, mais en gros on fait de l'action locale à grande échelle. C'est l'idée de ce principe de concours, c'est-à-dire qu'à travers un concours, on est capable de générer des actions sur une échelle très importante, mais des actions qui restent des actions locales. Voilà. Donc ils ont creusé un peu cette idée-là, et l'idée de concours s'est généralisée. Voilà. Maintenant, même les entreprises font des concours. J'aime bien donner l'exemple de Google. Google a fait ça pour ses 10 ans. Encore une fois, c'est les principes qui sont importants. Google considérait que pour changer le monde, enfin ils avaient quelque chose à faire, ils voulaient changer le monde. C'est quand même, bon, c'est Google, hein. Mais bon quand même, hein, un appel à idées pour changer le monde en espérant venir en aide au plus grand nombre. Comment venir en aide aux autres et comment offrir l'aide la plus utile, c'est des citations, tout ça. Hein. Nous n'avons pas les réponses, mais elles existent certainement déjà quelque part. Voilà, ça c'est le principe clé de l'innovation sociale. On est conscient du problème, on n'a pas la solution, mais on sait que la solution, elle existe. Quelqu'un l'a, cette solution-là. Donc il va falloir la trouver pour pouvoir travailler avec. Donc là, eux, ils ont fait ça dans leur coin. Ils ont fait 8 domaines, ils ont collecté 150 000 idées, 170 pays impliqués, 25 langues. Ils ont mis 3000 employés de Google. Enfin, ça a été un levier managérial très important, évidemment, pour Google, pour son image. Hein. Ils en ont bien profité. Et ils ont en tout retenu 5 idées, auxquels ils ont donné 2 millions de dollars. 10 ans de Google, 10 millions de dollars, 5 idées, 2 millions de dollars. Carré. Et parmi ces idées, alors il y avait des trucs complètement loufoques, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu passer ça il y a quelques années, il y avait un truc à vélo dans les airs, enfin bon, un truc qui n'a jamais vu le jour d'ailleurs. Par contre, il y en avait une qui était très intéressante. Un petit gars qui s'appelait Salma Khan. Ouais, et il a commencé comme ça. Donc il avait déjà quelques vidéos. Hein. Vous voyez qui c'est, Salma Khan ? Khan Academy, ok ? Donc il avait déjà mis quelques vidéos sur YouTube, etc. Mais il avait envie d'aller plus loin. Et donc il s'est présenté à ce concours-là. Et il a été sélectionné et retenu par Google. Alors pour la petite histoire que j'aime bien raconter, parce qu'elle est savoureuse, donc ça a permis à Salma Khan d'être un peu sous les feux de la rampe. Hein, un peu mis en avant, et notamment, vous parliez de TED, Salma a participé à un TEDx en Californie suite à ça, où il a présenté plus que son projet, parce qu'il était déjà dans la mise en œuvre depuis longtemps, mais voilà, le changement d'échelle, parce que grâce à Google, il a pu changer d'échelle. Et c'est Bill Gates qui l'introduisait. Donc ils étaient à 2 sur le podium, Salma Khan et Bill Gates. Et à la fin de l'intervention, de la présentation par Salma Khan de son projet, Bill Gates dit, ébahi devant une salle comble, ça c'est l'avenir de l'éducation. Il y a un type dans la salle qui se dit, merde quand même, moi je suis prof, j'ai 20 gus devant moi, si je pouvais faire ça, ça serait quand même pas mal, quoi. Franchement, bon, un prof d'intelligence artificielle à Stanford, 20 gus, dis-moi 20 gus, ça va me faire court pour 20 gus, franchement. Bon. Et donc il se lance, il filme ses cours, et il se retrouve avec 160 000 inscrits, et donc vous avez tous bien deviné ce que c'était, c'est le démarrage des MOOC. Hein, voilà. Donc comme quoi, encore une fois, hein, les innovations, alors, est-ce que c'est de la rupture le MOOC voilà, on ne va pas se lancer dans le débat aujourd'hui, en tous les cas, mais en tous les cas, ça a quand même provoqué un raz-de-marée très important pour l'enseignement supérieur. Donc ça peut être, des fois, voilà, les ressorts de ça sont parfois assez mystérieux. Bon, voilà pour le modèle social. Le troisième modèle, le modèle hybride, je vous donne aussi juste un exemple, parce qu'il est intéressant. On est encore en Angleterre, dans une structure qui s'appelle le Social Innovation Lab for Kent. Donc là, on n'est plus dans le Devon, on est dans le Kent, une autre région de l'Angleterre. Avec cette idée, là par contre, on est dans une institution, on est dans l'équivalent d'un conseil régional, avec cette idée que pour faire des services qui soient adaptés aux usagers, on doit impliquer les usagers. Voilà. Et donc on va faire du design, notamment ce qu'on appelle du design de service public. Hein, ça va être les premiers, parmi les premiers avec le Media Lab à faire ça en Europe. Et notamment, alors encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est les convictions de cette équipe-là. C'est une toute petite équipe transversale au sein du conseil régional, donc capable de mobiliser des ressources
indépendamment des services, dans l'ensemble des services. 4 convictions, enfin c'est les 3 premières qui sont pour moi surtout importantes, qui sont vraiment caractéristiques de ce changement de paradigme. Les bonnes idées peuvent venir de n'importe qui et de n'importe où. Voilà. Encore une fois, on retrouve cette idée. Il n'y a pas de gens qui ont de meilleures idées que d'autres. Voilà. Les individus sont les meilleurs experts de leur vie, de leur famille et de leur communauté, 2e principe. Et 3e principe, plus il y a de personnes impliquées, évidemment, plus il y a de chances que les solutions proposées fonctionnent. C'est du bon sens. On ne peut pas faire un plus bon sens que ça. Bon, le dernier principe est un principe de travail collaboratif, notamment utilisant les plateformes, les outils numériques. Alors, grâce à ça, ils ont réinventé, alors ça ne vous dit pas grand-chose, c'est des photos, mais encore une fois, c'est le pitch qui est intéressant, c'est le starting with people. Voilà, on part des gens, on est dans ce modèle hybride où c'est les gens, on reconnaît que ce sont les usagers qui ont la connaissance la plus fine de leurs besoins. Leur problématique, c'est qu'ils ne savent pas, comme je disais tout à l'heure, ils ne savent pas forcément l'exprimer, donc il y a un problème de traduction, donc on va les accompagner jusqu'à mobiliser des disciplines comme l'ethnographie. Par exemple, il y a des ethnologues, notamment, qui vont dans les foyers, étudier les foyers, voilà, voir un peu, observer les comportements et essayer de retraduire un peu ça. Et avec ça, ils ont développé des services complètement inédits. Alors pour certains, ils se contentent d'avoir des services adaptés à la population, donc c'est pas forcément de l'innovation. Quand on crée une centrale d'achat en vrac communautaire, par exemple, c'est pas forcément très innovant. Par contre, quand on crée des services pour les pères seuls, déjà là, on est un peu plus dans la rupture par rapport à ce qu'on imagine dans les services sociaux comme étant avant tout des services dédiés aux femmes seules, parce que nous, on connaît bien le modèle de la femme seule, mais il y a aussi des pères seuls. Voilà. Alors ça, ce genre d'approche permet de repartir justement de ces besoins un peu spécifiques, un peu particuliers, de les adapter, d'adapter une offre. Bon, voilà. Alors la France, là-dedans, elle est où ? Je vais être un peu méchant. Juste un peu. Je vais me retenir. Donc si on regarde un peu ce qui se passe, en gros, vous voyez, si on fait un petit schéma comme ça, on a des modalités de diffusion de l'innovation. Alors soit on est en descendant, soit on est en ascendant, et puis on a un type d'innovation, soit on est très techno, on va dire d'un côté, soit en haut on est très social dans le sens large du terme. Encore une fois, pour moi, social, c'est qui réinvente la société. Je ne suis pas dans l'innovation, dans le changement des politiques sociales, comme on peut l'être par exemple en France. C'est innovation sociale dans ce sens très large. Il n'y a pas de secret, c'est-à-dire qu'ici on est dans une conception en France qui est plutôt là, donc qui est plutôt sur des processus descendants qui répond au modèle dominant. C'est le modèle linéaire que j'ai présenté tout à l'heure. Les États-Unis étant plutôt là. Alors quand je cite des pays, c'est évidemment très caricatural, encore une fois, vous m'en excusez. La France, c'est pas la France, je vais y revenir après. Les États-Unis, c'est pas les États-Unis non plus. Bon, d'accord, mais c'est pour vous donner quand même un petit sens. La Grande-Bretagne est plutôt entre les deux. La Commission européenne, c'est intéressant, a fait un gros effort ces dernières années pour passer justement sur un modèle de structure des politiques européennes qui est en effet plus axée sur une ouverture de l'innovation visant le changement de société à partir de processus ascendants. On va trouver beaucoup d'influence du design, notamment de services publics à la Commission européenne. Donc avec une inspiration quand même assez anglaise. Alors la France, quand je dis la France, en gros, il faut distinguer, on va dire le pouvoir central, l'État, le pouvoir central, et puis le pouvoir local, les pouvoirs locaux. Il n'y a pas aujourd'hui, au niveau de l'État, même s'il y a des frémissements, il y a eu des frémissements, il y en a encore, mais bon, ça s'arrête là pour l'instant. Il n'y a pas de reconnaissance des modèles BSC, des modèles alternatifs. Donc on les étudie, il y a un SGMAP qui regarde un peu ça, on fait du design de services publics, on regarde ce que ça donne. Enfin, ça n'impacte pas aujourd'hui les politiques publiques, telles qu'elles sont conçues, en tous les cas. Bon. Là où je suis méchant, c'est que je dis, c'est un vrai sujet, je le lance comme ça va être un peu provoquant, c'est un peu le but aussi, mais il y a un mythe égalitaire en France qui tue l'innovation. Il faut traiter tout le monde de la même manière. Et quand on est dans un ministère à Paris, excusez-moi madame, on ne peut penser autrement que d'avoir en face de soi une seule tête. Si on commence à faire une loi en disant mais alors là il y a une exception, là il y a un truc, là il y a un... Non, ça c'est différent, on ne peut pas. C'est pas concevable. Dans le modèle, dans la structuration, dans la structure dans laquelle on est aujourd'hui, on ne peut pas concevoir ça. Bon. Et pourtant,
L'innovation, c'est avant tout la diversité, c'est avant tout la reconnaissance justement des différences. Bon. Crozier disait on ne change pas la société par décret. C'était déjà dit dans les années 80 par notre sociologue Michel Crozier, décédé il n'y a pas très longtemps. Et donc en fait ça bouge en France. C'est ça le message de fond, c'est ça, c'est que ça bouge, mais ça bouge dans les territoires. Voilà. Et ça bouge chez des acteurs qu'on n'attend pas forcément, qui sont des citoyens, qui s'organisent aujourd'hui sur différents sujets, parfois avec l'aide des institutions locales, des pouvoirs locaux, pas toujours, mais parfois. Et donc on parle de coopératives d'habitation, on parle d'habitat groupé, on parle d'un jardin collectif, vous connaissez tout ça, des consommations collaboratives, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine de la culture, etc., qui sont complètement en dehors du modèle institutionnel traditionnel, du modèle dominant, on va dire, du modèle descendant. Bon. Et ça c'est bien, enfin, ça veut dire que la France, et je peux vous assurer, pour avoir fait l'exercice, c'est même incroyable, il suffit de regarder un peu, aller voir dans n'importe quel territoire des choses qui se passent. Il se passe des choses incroyables. Voilà. Il y a vraiment de la réinvention là pour le coup. Alors c'est quoi les conditions je finirai là-dessus. Je vais déborder un peu de 10 minutes. Mais bon. Voilà, les conditions pour rendre un écosystème, on va dire, un peu innovant, un peu créatif. Bon, ce qui est intéressant là dans le schéma, c'est les deux petits ovales verts, c'est-à-dire qu'en gros, mettre en place un écosystème créatif aujourd'hui, quand on est dans un territoire, c'est essayer de mettre en avant des choses qui ne sont pas forcément toujours évidentes, parce que parfois c'est très intangible. Quand je parle de tolérance, de confiance, bon, c'est pas comment on travaille ça quand on est un élu. Bon, voilà, c'est pas des choses, c'est des choses de long terme en tous les cas, c'est pas des choses faciles à générer. Pratiquement, et pourtant la tolérance, c'est, alors vous avez même un économiste américain qui s'appelle Richard Florida, qui a beaucoup travaillé sur cette notion de la tolérance et sur l'importance de la tolérance justement dans les villes créatives, montrant que les villes qui étaient créatives étaient entre autres celles qui admettaient une certaine tolérance. Alors il mesure la tolérance par la capacité à accepter les étrangers ou les gens différents. Donc il y a un indice sur le taux d'homosexuels dans les villes, etc. Bon, voilà. La différence qui va s'exprimer jusque dans ces choses-là. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, bien évidemment, l'imagination, le rapport à l'art qui est fondamental, bien sûr. Vous avez aujourd'hui des territoires entiers qui ont misé sur l'art comme renouveau, comme capacité à renouveler le bien vivre ensemble, notamment dans des territoires parfois désolés et vraiment abîmés en termes économiques. Je pense au nord, notamment au nord-Pas-de-Calais. Voilà, la mobilité, les réseaux, la faculté des gens à se connecter entre eux. Alors, quand je pense réseau, c'est pas forcément numérique, c'est réseau aussi physique. Capacité à faire du débat, capacité à faire de la prospective, à essayer d'anticiper un peu. Alors vous les avez, ça que c'est de la prospective, j'ai regardé dans le guide, il y a un truc là-dessus, donc c'est pour ça, c'est bien, voilà, c'est important. Capacité à prendre des risques, etc. Bon, ça c'est tout ce qui peut caractériser un écosystème créatif. Et puis de l'autre côté, l'autre pilier, c'est la gouvernance. Donc la gouvernance, c'est la capacité des acteurs à travailler ensemble, qui est fondamentale. Donc c'est le mode projet, c'est le mode collectif. Et ça, aujourd'hui, sous ce pilier de gouvernance, il y a trois grands leviers. Le premier, c'est l'expérimentation. Il faut savoir qu'en France, il y a un droit qui est constitutionnel à l'expérimentation, qui normalement permet au territoire d'expérimenter en dérogation de la loi. Là, c'est magique parce que ça répond justement au problème que je soulevais tout à l'heure d'une loi qui voit tout le monde de la même manière. Là, non. Là, on peut envisager, grâce à ce droit d'expérimentation constitutionnel proposé par Pierre Méhaignerie en son temps. Voilà. Le problème, c'est que l'application de ce droit aujourd'hui est tellement limitée qu'on en perd tous les effets. Donc, on voudrait d'ailleurs réactiver cette possibilité légalement. Mais bon, c'est très difficile. Donc ça, c'est un pilier fondamental. Être capable de donner les possibilités d'expérimenter des choses nouvelles avec les acteurs locaux dans les territoires. Deuxième pilier, c'est la décentralisation, bien évidemment. Donc c'est la capacité à donner du pouvoir aux gens qui sont les plus proches possibles du terrain. Bon, voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'après je vais être long. Et puis le troisième levier, c'est la participation, donc, et la capacité à faire participer les gens. Voilà.
dans des processus ou à des processus de réflexion, de décision éventuellement aussi. Alors là aussi, il y a beaucoup de choses qui bougent dans certaines villes notamment, dans certains territoires, ça avance pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire. J'étais un peu rapide, un peu... Bon, je voulais vous dire ça quand même. Hein. Donc maintenant, je peux répondre à vos questions. Alors très frustrant.